Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo analyse de coach où je vais analyser le profil de l'une d'entre vous qui, à travers un questionnaire pour recueillir toutes les infos nécessaires, m'a expliqué tout ce qu'elle fait au niveau de l'entraînement, de l'alimentation pour atteindre ses objectifs qui aujourd'hui ne sont pas atteints. Donc on va essayer de voir ensemble comment améliorer tout ça, qu'est-ce qui mériterait d'être optimisé, de comprendre aussi pourquoi ça marche pas, si ça marche pas. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui avec le profil de Dorian qui a 28 ans. Et vous allez voir, c'est un profil qui change un petit peu des profils que j'ai déjà analysés avec vous dans cette série de vidéos. D'ailleurs, c'est une série que vous aimez beaucoup, donc j'espère que vous allez aimer ce nouveau profil et que vous pourrez peut-être, si vous vous rapprochez du profil de Dorian, trouver pas mal de conseils à appliquer aussi et à mettre en œuvre pour atteindre vos propres objectifs. C'est vraiment le but de ces vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec le profil de Dorian. Je vous mets en partage d'écran, c'est parti. Dorian a 28 ans, elle mesure 1m58 pour 59,5 kg, donc elle est à un peu plus de taille-poids. Elle est opticienne et regardons ses photos. Ce qu'on voit tout de suite, ça saute aux yeux. Pour un ratio taille-poids, la silhouette, elle est vraiment impeccable. On voit qu'il y a une excellente base. On voit qu'il y a du muscle et qu'il y a un taux de gras qui est vraiment parfait pour progresser. Au niveau de sa silhouette, en plus, elle le répartit bien. Ça, elle a de la chance. Ce qu'on peut remarquer par rapport à sa silhouette, j'avais envie dans cette analyse de vous faire une petite analyse morpho-anatomique rapide parce que c'est toujours intéressant et c'est très important. Moi, je le fais avec les filles que j'ai en coaching. Je demande d'ailleurs plus de photos que ça pour vraiment avoir la silhouette sous tous les angles, mais là pour l'analyse j'en demande que 2 parce que déjà je sais que c'est un effort, donc j'avais envie de faire une petite analyse morpho-anatomique pour voir un petit peu les points forts de Dorian. C'est important de toujours se baser sur l'anatomie pour ensuite surtout personnaliser au niveau du choix des exercices pour l'entraînement par rapport aux objectifs. Et là ça a vraiment du sens dans l'analyse du profil de Dorian, donc c'est pour ça que je le fais. Donc ce qu'on voit, c'est que Dorian, elle a des fémurs qui sont assez courts par rapport si on compare au niveau du reste de la jambe. Et les cuisses sont bien musclées, les quads ils sont longs, ils descendent jusqu'ici, ils sont bien développés et surtout les ischios de profil on voit, ils sont très long. Et ça va être intéressant de bien le prendre en compte dans les exercices, dans le choix des exercices. Pourquoi? Parce que s'il y a un objectif de développer les fessiers, bon là on voit que les fessiers, malgré que les ischios soient longs, ils sont quand même plutôt bien développés. Mais il va falloir faire attention à bien choisir ces exercices parce que ça peut venir parasiter le fait d'avoir un point fort comme ça, facilité à prendre des quads et des ischios. Ça peut venir un peu contrecarrer la prise des fessiers. Donc ça c'est important dans l'analyse et ensuite plus tard le choix des exercices à l'entraînement. On voit que la taille est très fine et que globalement ça fait une silhouette plutôt en X. Si on voudrait accentuer le côté silhouette un peu en sablier, ce qu'il faudrait faire ici, ça serait venir élargir un petit peu au niveau des épaules et du dos. Mais vraiment, silhouette au top. Au niveau de ses objectifs, c'est de perdre du gras, se dessiner et prendre en masse musculaire à des endroits bien ciblés, dont le dos et les fessiers. D'où un peu l'analyse que je vous faisais là par rapport au travail des fessiers, ce qu'il faudra bien prendre en compte par rapport à sa morphologie. Par rapport à ses objectifs et par rapport à son niveau, parce que si elle avait été complètement débutante, j'aurais dit ok c'est possible avec une recomposition corporelle, c'est ce dont je vous parle très régulièrement dans les analyses, c'est le fait de faire dans le même temps une perte de gras et une prise de muscle en simultané, ce qui donne très souvent une stabilité au niveau du poids, mais un changement progressif de la silhouette. Mais ça c'est possible assez facilement quand on débute, parce que quand on débute, on prend du muscle assez rapidement et on arrive à perdre du gras dans le même temps. Par contre, plus on avance au niveau de la pratique, et là je trouve, en tout cas au vu des photos, on verra après au niveau des performances à l'entraînement, je trouve qu'elle a une silhouette de quelqu'un qui a plus un niveau débutant. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué de vouloir perdre du gras et de prendre du muscle dans le même temps. Très souvent, on va faire du coup un déficit, mais ça va venir comme parasiter la prise de muscle. Donc, dans ce cas-là, il va falloir prioriser et faire en 2 temps, selon moi. Soit l'objectif est de prioriser la perte de gras et à ce compte-là, la prise de muscle va être ralentie, voire un peu mis en pause. Soit on va prioriser d'abord
de prendre du muscle et dans un second temps, une fois que la prise de muscle aura bien avancé, grâce au progrès à l'entraînement, eh bien on pourra faire un déficit dans un second temps pour perdre du gras. Donc ça c'est le truc que je tiens à dire par rapport à ça et par rapport au niveau de Dorian. J'en profite pour vous dire que si jamais ça vous intéresse de débuter un coaching personnalisé avec suivi avec moi pour atteindre vos objectifs à vous, pour que je vous aide à les atteindre, je vais vous mettre en description le lien de la page de mes coachings. Si jamais il n'y a pas de place disponible au moment où vous regardez cette page, parce que je mets le nombre de places qui est très limité, à ce moment-là n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, je pourrai vous dire un petit peu quand est-ce que je pense pouvoir libérer une place et comme ça vous pourrez vous positionner en avance dessus. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si jamais ça vous intéresse. Maintenant on va voir sa stratégie actuelle pour atteindre ses objectifs. On commence par l'alimentation. Elle nous dit qu'elle suit des macros cibles qui sont les suivants: 110 à 120 g de protéines par jour, 200 g de glucides par jour et 55 g de lipides par jour, ce qui donne environ 1800 calories. J'ai regardé un petit peu et on va le voir d'ailleurs parce qu'après elle m'a décrit une journée type. Donc on va voir un peu plus en détail comment c'est réparti sur la journée. Mais ces macros cibles, en tout cas, ils sont parfaits. Alors après il y a les glucides, on ne peut pas savoir comme ça juste en lisant si ça lui convient ou pas, mais vous savez que les protéines et les lipides, il y a des fourchettes qui sont recommandées en fonction du poids de corps pour prendre du muscle, pour même perdre du gras et tout ça. C'est important de rentrer dans ces fourchettes là pour faire fonctionner son corps normalement. Et Dorian, ça se voit qu'elle fait les choses déjà comme il faut parce que elle est dans les bonnes fourchettes que je vous donnerai juste après quand on va analyser sa journée type. D'ailleurs on va le faire tout de suite, allez hop. Mais ça laisse déjà sous-entendre que elle s'y connaît en alimentation. Voici sa journée type qui se compose de 4 repas par jour et ça c'est une très très bonne chose pour atteindre non seulement les macros cibles qui lui conviendra parce que ça permet de mieux répartir les protéines, les lipides et tout ça. C'est très bon pour gérer tout ce qui est satiété sur la journée. Moi c'est vraiment 4 repas par jour minimum, c'est ce que je vous recommande à la plupart d'entre vous et c'est ce qui convient à la plupart d'entre vous aussi. Après globalement ce qu'on peut voir aussi c'est que ces 4 repas ils sont bien répartis, on voit que c'est personnalisé parce que certainement l'après-midi elle a besoin d'une collation qui est facile à emporter, donc elle s'est inclus une barre, une compote, un petit suisse, c'est tout emballé, on peut mettre ça dans un sac, il n'y a pas besoin de le réchauffer ou quoi, donc j'imagine bien que voilà on est au travail, c'est facile de manger ça pendant la petite pause. Voilà, ça a l'air en tout cas bien construit, pas fait au hasard. Et en tout cas, au niveau des macros, on voit que par rapport aux macros cibles annoncés, bon, il y a eu quelques petites variations, mais c'est normal hein, parce que il y a toujours une petite marge d'erreur. C'est négligeable en tout cas par rapport à ces macros cibles, la petite différence. Donc là, on arrive à 1746 calories, soit quasiment ce qu'elle annonçait juste avant. Et ce que sa diète laisse sous-entendre, c'est que déjà c'est complètement maîtrisé. Elle personnalise par rapport à ses besoins. Il y a une source de protéines sur tous les repas, source de glucides, source de lipides. Ce qui pourrait être amélioré et encore elle en a peut-être pas besoin, c'est de se diriger vers des aliments un peu plus rassasiants. Si à un moment donné elle a faim, elle peut très bien switcher et utiliser des choses un peu plus rassasiantes que ça. Mais si elle fait ça, c'est que moi elle m'a pas précisé qu'elle avait faim, donc c'est sans doute que ça lui convient bien à elle. La satiété c'est très variable en fonction des individus. Donc ça c'est à prendre en compte aussi. Si on regarde un peu les macros, au niveau des protéines, vous savez que j'arrête pas de vous dire que c'est important de manger suffisamment de protéines quand on fait une activité physique et encore plus quand on fait de la musculation. Ça va être important d'en consommer suffisamment pour prendre du muscle mais aussi pour perdre du gras. Il faut savoir que la fourchette de recommandation c'est de consommer entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si là on regarde dans le cas de Dorian qui pèse 59,5 kg, elle devrait consommer entre 95,2 à 119 grammes de protéines par jour. Donc là, bon, on y est complètement. Il manque un peu de protéines sur sa journée type par rapport aux macro cibles annoncées, mais je pense que c'est un petit oubli parce qu'elle a l'air quand même de bien maîtriser. Mais en tout cas, on est carrément dans la bonne fourchette. C'est en ça que je vous disais que ça se voit qu'elle fait bien les choses. Gros bug de caméra. Je vous retrouve le lendemain parce que la caméra était complètement HS. Et on reprend tout de suite. Donc on a parlé des protéines, des quotas de protéines.
maintenant on va voir les lipides. Au niveau des lipides, Dorian, toi tu as 54,8 grammes. Tu avais annoncé 55 grammes de lipides, on y est vraiment. Et au niveau des fourchettes de recommandation, il faudrait que tu te situes entre 47,6 et 59,5. Donc c'est pile, encore une fois, dans la fourchette des recommandations et ça c'est parfait. Après au niveau des glucides, bon, tu as 210 ici et ça par contre il n'y a pas de fourchette de recommandation comme je vous le dis à chaque fois. C'est vraiment propre à chacun, ça change en fonction des personnes, en fonction des objectifs. Donc est-ce que tu consommes assez ou non? Ça nous juste en regardant les chiffres et tout que tu nous donnes, on va pas pouvoir dire si oui ou non c'est suffisant, si c'est pas assez. Pourquoi? Parce que la seule façon de savoir si c'est suffisant pour toi, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de ton poids, au niveau de ta forme, au niveau de ta shape. Maintenant, nous allons voir sa stratégie au niveau de l'entraînement. Dorian nous dit qu'elle fait 4 séances de musculation par semaine qui sont réparties en 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. Chaque séance dure environ 1 heure. Elle fait à côté de ça 10 000 pas par jour. Et chaque séance, elle nous dit qu'elle fait 4 exercices de 4 séries jusqu'à l'échec sur chacune de ces séances. Voilà un petit peu. Suite à ça, moi je lui ai envoyé un petit mail à Dorian pour qu'elle me précise un peu davantage une séance type parce qu'elle m'avait envoyé sa répartition un peu sur la semaine, mais j'aurais bien aimé avoir plus de détails sur une séance, ce qu'elle m'a fait juste après, donc on va voir ça. En tout cas, au niveau de la répartition, elle me dit qu'elle fait le lundi, séance haut du corps axée dos, biceps, triceps. Elle fait du tirage vertical, horizontal, du tirage bûcheron, pullover poli, etc. Le mardi, elle fait une séance bas du corps axée ischio-fessier. Pour rappel, son objectif est de prendre principalement du muscle au niveau du dos et des fessiers. Donc ça va être intéressant aussi pour la suite, pour l'analyse. Sur cette séance, elle fait extension au bas lombaire, hip thrust, soulevé de terre roumain, kickback à la poulie et les abducteurs. Le jeudi, deuxième séance haut du corps axée pec-épaule cette fois-ci. Elle fait élévation latérale, shoulder press, poulie, traction avec élastique. Il y a un petit truc qui me saute aux yeux, c'est que pour les pecs, je vois pas d'exercice. Et par contre, je vois que elle refait des tractions, donc un petit rappel d'eau, étant donné que peut-être qu'elle veut mettre vraiment l'accent dessus. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé et qui fonctionne bien, surtout quand on a l'objectif de réussir à faire des tractions au poids du corps. Ça, et le vendredi, elle fait exactement la même séance que le mardi. Hop là. Et voici la séance bas du corps du moment qu'elle m'a détaillée, où elle fait des petits changements par rapport à ce qu'elle m'avait annoncé. Premier exercice, ce n'est plus les extensions au bas lombaire, mais c'est du squat à la Smith Machine. 4 séries de 8-12 reps à 51 kg. Ensuite, soulevé de terre roumain, 4 séries de 10-12 reps à 36 kg. Je me demande, Dorian, j'ai oublié de te le demander ça, mais j'aurais dû. Je me demande si, et je pense que c'est le cas, si tu ne mets pas juste les charges ajoutées et du coup tu ne comptabilises pas dans les charges utilisées pour l'exercice le poids de base de la barre, de la machine, etc. Donc ça, je suis sûre que c'est le cas, c'est un oubli. Ce qui voudrait dire que soit tu as la Smith Machine, la barre à la Smith Machine, elle fait en général, ça dépend des modèles, entre 15 et 20 kg. Moi, la mienne, elle fait 20 kg. Donc toi, ça voudrait dire que tu es par exemple à 71 kg, ce qui est une excellente perf pour du squat. Soulevé de terre roumain, du coup, 36 kg plus 20 kg de la barre, ça te ferait 56 kg. Pareil, c'est vraiment très très bien. Hip thrust machine, 130 kg ajoutés, en sachant que j'ai des filles qui utilisent aussi en salle des machines à hip thrust et à vide elles sont quand même assez lourdes. Et kickback à la poulie, 4 x 12 15 à 12,5. En général, les filles qui ont un objectif de développer leurs fessiers, et elles sont très 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 nombreuses, en tout cas parmi mes coachées et parmi aussi les filles qui réagissent aux posts, aux stories et tout ça, elles font, et je les dirige aussi vers une planification qui va être à 3 séances bas du corps et 1 séance haut du corps. Pourquoi? Parce que quand on a l'objectif de développer ses fessiers, eh bien ça va être nécessaire de faire de la fréquence dessus, parce que les fessiers c'est un muscle assez complexe, il y a plusieurs angles à travailler et du coup il va falloir faire plusieurs séances pour essayer de cibler toutes les portions et tous les angles des fessiers et qu'ils puissent se développer de la meilleure des façons. C'est vraiment ce que je recommande, 3 séances fessiers, 1 séance haut du corps pour la plupart des filles. Pourquoi? Parce que très souvent elles n'ont pas pour objectif de cibler le haut du corps, donc on fait un peu l'impasse dessus
en ne faisant qu'une seule fois par semaine. Là dans ton cas Dorian, toi tu as l'objectif des fessiers mais aussi du dos, donc je trouve que c'est un bon compromis de faire 2-2. Par contre ce qui serait vraiment déconseillé, et j'ai fait cette erreur à mes débuts, c'est de faire un entraînement qui est réparti un peu de manière classique en push-pull-leg. Ça c'est quelque chose que les hommes font très souvent. Pourquoi? Parce que ça les aide à aller vers leurs objectifs qui sont un peu plus masculins, disons, parce que au contraire, eux, ils veulent plus cibler en général le haut du corps, les bras, les pecs et tout ça. Et en faisant les jambes une seule fois par semaine, ça leur suffit à atteindre leur objectif. Pour les femmes, je trouve que ça n'apporte pas vraiment des résultats attendus. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas, surtout par rapport à tes objectifs. Donc je te disais, toi, la répartition 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, je trouve que c'est l'idéal, c'est un bon compromis. 2 séances bas du corps, c'est vraiment le minimum à faire pour développer ses fessiers. Du coup, des séances bas du corps qui seront axées fessiers. Dans le choix des exercices, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ça sera peut-être intéressant de changer quelques petites choses et surtout changer l'ordre par rapport à tes points forts quad et ischio qui pourraient prendre le dessus sur les fessiers. Par contre, par rapport à tes séances haut du corps, moi je les répartirais de manière un peu différente. Soit je ferais une séance push, une séance pull, soit 2 séances upper qui seraient similaires. Je pourrais comme ça mettre l'accent sur le dos et sur par exemple les épaules qui, dans ton cas à toi au niveau de ta silhouette, ça viendrait vraiment accentuer la silhouette en 8 ou en X, c'est la même chose. Donc ça serait une bonne idée. Et par rapport à ton focus dos, tu pourrais sur tes séances upper varier un petit peu, faire tirage vertical, tirage horizontal comme tu fais, mais aussi varier les prises, faire prise pronation, prise neutre, mais aussi les angles parce que le dos c'est également un muscle qui est assez complexe, il y a énormément d'angles de travail, donc si tu veux mettre l'accent dessus, ça sera intéressant de varier aussi sur tes 2 séances upper. En tout cas, je tiens à souligner que la séance que tu m'as détaillée, on voit qu'il y a une réflexion par rapport aux exercices qui ont été sélectionnés. C'est des exercices qui ciblent le développement des fessiers. Tu sélectionnes le squat à la Smith Machine, pourquoi pas, franchement, ça t'apporte de la stabilité, ça te permet de charger plus, donc on continue comme ça. Par contre, au niveau de l'ordre, moi je mettrais en tout premier exercice, plutôt que du squat, je mettrais du hip thrust, le hip thrust machine. Si tu fais à la machine et que ça te convient, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Pourquoi mettre le hip thrust en premier? Parce que, étant donné que toi tu vas avoir des facilités à recruter, étant donné que c'est un point fort, les quads, les ischios, si tu commences par exemple par du soulevé de terre roumain ou du squat, tu peux facilement être un peu parasité par ces muscles là, alors que le hip thrust en premier, ça va vraiment cibler les fessiers et ça va venir aussi comme les activer pour mieux les recruter sur tes autres exercices de la séance. Donc c'est très intéressant de commencer par du hip thrust. Ensuite, j'intervertirai le kickback à la poulie avec un exercice d'abduction, ce que tu m'avais annoncé d'ailleurs juste avant. Je pense que c'était la machine abduction, ce qui est très très bien. Pourquoi? Parce que ça serait plus complémentaire avec les autres exercices que tu as sélectionnés sur cette séance. Le kickback à la poulie, ça va être un peu redondant avec le hip thrust parce que ça vient cibler un petit peu la même portion au niveau des fessiers, alors que les abductions, ça serait vraiment complémentaire. Donc je te recommanderais de mettre ça en dernier. Et ensuite de s'assurer de la bonne exécution de tes mouvements, par exemple le soulevé de terre roumain et le squat à la Smith Machine. Il y a vraiment une façon de le faire pour bien recruter les fessiers. Le soulevé de terre roumain, ça va être important de bien reculer en arrière les fesses quand on descend sur le mouvement. Et au niveau du squat à la Smith Machine, ça va être important aussi de pencher le buste et d'éviter de trop avancer les genoux vers l'avant pour vraiment recruter et mettre l'accent sur les fessiers. Tout ça, c'est des petites optimisations, mais le plus important pour progresser et pour du coup avoir des résultats au niveau de la prise de muscle, c'est vraiment de mettre en place une logique de progression. J'ai l'impression que tu ne mets pas en place de logique de progression étant donné que tu m'as parlé juste avant du fait que tu vas jusqu'à l'échec sur toutes tes séances. Le problème, c'est qu'en étant à fond à chaque séance, tu vas avoir du mal à progresser sur la durée, alors que si tu mettais en place une logique de progression, même une logique toute simple, par exemple pour le squat à la Smith Machine, tu commences sur la première séance à faire 8 reps à 51 kg, du coup à 71 si on rajoute le poids de la barre de la Smith Machine. Puis la fois d'après tu mets 9 reps, puis ainsi de suite jusqu'à 12 reps, et une fois que tu as validé les 12 reps, tu retombes à 8 mais tu rajoutes 2,5 kg par exemple. Ça c'est
une façon de mettre en place une logique de progression toute simple qui peut fonctionner. Il en existe d'autres bien sûr, mais pour illustrer un peu voilà à quoi ça ressemble de mettre en place une logique de progression pour augmenter progressivement les charges et donc progresser ensuite physiquement. Maintenant on va voir le parcours de Dorian qui nous dit qu'elle a atteint l'obésité il y a quelques années suite aux études, une mauvaise hygiène de vie en règle générale, plus 25 kg. Eh bien ça ne se voit absolument pas, comme quoi hein. Ça me rappelle d'ailleurs la question de Marie de la précédente analyse qui me demandait si on peut réussir à perdre beaucoup de poids sans avoir trop de séquelles au niveau de la peau et tout ça qui serait relâché. Alors ça dépend forcément de la manière de faire, ça dépend de la quantité de poids à perdre, mais là dans le cas de Dorian il est très intéressant parce qu'on voit qu'une perte de 22 kg, ça ne se voit absolument pas. Elle dit qu'elle a perdu du coup 22 kg toute seule avec des régimes en tout genre plus du vélo elliptique à la maison et ça franchement c'est super respectable. C'est assez fou d'avoir réussi toute seule à perdre autant de poids et en plus de ça, parce que souvent quand on perd beaucoup de poids on tombe un peu dans l'hyper-restriction, des choses qui sont pas très saines comme le fait de manger très peu, de faire beaucoup de cardio et tout ça, alors que ici on voit que au contraire eh bien elle fait les choses de la bonne façon, elle sait comment bien manger en fonction de ses besoins, elle fait de la musculation, donc on voit que ça a été une perte de poids qui a été bien gérée. Je me suis mise à la musculation il y a 1 an et ça c'est juste fou, ça veut dire vraiment que Dorian tu as un potentiel énorme pour la musculation, donc que ce soit au niveau de la prise de force, de la prise de muscle aussi, parce que au bout d'1 an, faire ce que tu fais actuellement, là au niveau des charges que tu nous as partagées, c'est juste incroyable, c'est vraiment très bien et ça présage que tu as le potentiel d'aller très loin. Donc écoute, je te le souhaite en tout cas, ne lâche pas, continue, parce que même si on voit qu'il y a des petites optimisations qu'on pourrait faire pour aller peut-être plus vite, atteindre plus vite tes objectifs, l'essentiel qui a vraiment fonctionné chez toi, c'est que tu as recherché l'intensité dans tes entraînements et en plus de ça que tu as fait les choses correctement au niveau de l'alimentation. Donc ça pourrait être encore mieux, mais c'est vraiment top d'avoir réussi à entreprendre tout ça toute seule, je trouve. Maintenant on va répondre à 2 des questions de Dorian. La première c'est: comment améliorer la vision que l'on a de nous-mêmes dans le miroir? C'est une question très intéressante parce que le problème qu'on rencontre tous et toutes, mais vraiment sans exception, je tiens à le dire, c'est que on a une vision déformée de nous-mêmes parce qu'on manque d'objectivité par rapport à notre corps très souvent. Déjà on le voit tous les jours. On est incapable de voir si on change ou pas. Alors oui, il y a des petits indices comme ce que nous disent nos collègues au travail, la famille, si notre jean il est de plus en plus grand ou quoi. Mais très souvent, on se voit pas changer. On peut même faire un focus sur des complexes qu'on a et du coup, ça vient comme assombrir un peu la vision qu'on a de notre silhouette. Elle peut être vraiment au top de manière objective, mais il y a un truc qui nous gêne et on va se focaliser dessus et on va se trouver juste horrible nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un problème parce que ça vient très souvent parasiter ce qu'on met en place. Ça nous fait douter si ce qu'on fait, c'est la bonne chose ou pas. C'est en ça que je trouve que le coaching prend tout son sens parce que c'est comme si on déléguait un petit peu tout ça à quelqu'un qui va avoir une meilleure objectivité. Comment essayer d'améliorer cette vision qu'on a de nous-mêmes? Déjà de prendre régulièrement des photos de sa silhouette, se forcer même si on s'aime pas actuellement et qu'on se dit oh non moi je suis vraiment pas bien, j'attends d'être bien pour prendre des photos. Ça c'est la pire des erreurs parce que sinon comment vous pouvez voir un peu le changement opéré et constater que là vous êtes bien, que vous avez avancé et que du coup il faut continuer dans ce sens. Vous pouvez pas. Donc il faut prendre son courage à deux mains, garder les photos pour soi et se prendre de plein pied, de face, de profil, de dos aussi moi je recommande, et les prendre de manière régulière. Ça sert à rien de les prendre tous les jours, toutes les semaines, mais vous pouvez les prendre tous les mois, tous les 2 mois, tous les trimestres par exemple, en fonction de vos objectifs et de ce que vous mettez en place. Ça c'est très important, mais il faut que je vous dise que les photos ne suffisent pas. Parce que parfois, sur les photos, le changement, il est pas très perceptible. Pourtant, il a lieu, il y a du progrès. Dans certains cas, il faut prendre les mensurations. Et pareil, vous les reprenez tous les mois, tous les 2 mois, pour avoir aussi cette comparaison qui vient un peu
comme compléter les photos. Mais c'est pas fini parce que moi je vous recommande vraiment aussi de mesurer vos progrès à l'entraînement. Et ça passe par suivre tout ce qu'on fait, toutes les charges qu'on met, tout ça sur chaque exercice. Moi ce que je fais par exemple avec les filles, c'est qu'on a un tableau de performance. Et à chaque fois qu'on vient valider parce que j'ai fait plein de petits paliers qui sont accessibles à tout niveau, mais on se voit progresser quand on valide, hop, ça vient colorer la petite case et puis on passe au niveau d'après, au niveau d'après, au niveau d'après. Et ça vient un peu témoigner du fait qu'on est sur le bon chemin, que ce qu'on fait ça a du sens, qu'on fait ça marche et qu'il faut juste continuer. Et ça c'est très important. Pour revenir après à la question de comment améliorer la vision de nous-mêmes, moi je vous recommande aussi d'éviter de trop traîner sur les réseaux sociaux. Je vous dis ça alors que je partage du contenu sur les réseaux sociaux. Oui, je sais, mais le problème c'est que les réseaux sociaux c'est génial parce qu'on trouve du contenu qui est accessible gratuitement, qui permet de faire pas mal de chemin tout seul dans n'importe quel domaine. Vraiment maintenant on peut tout apprendre avec des tutos, des vidéos un peu comme celles que je propose qui aident à avancer pour atteindre des objectifs. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux aussi, ça amène beaucoup de comparaisons qui est toxique. Pourquoi ? Parce que déjà, les personnes qui vont être, vous savez, le genre de fit girl qui sont vraiment parfaites à nos yeux. Déjà, il faut vous dire que c'est pas la majorité. Ces personnes-là, elles sont connues, elles sont mises en avant sur les réseaux sociaux parce que c'est des cas un petit peu à part. C'est des cas un peu qui sortent de l'ordinaire. Si on se compare tous les jours avec le top des physiques du monde, il y a de quoi se sentir vraiment nul. Et en plus de ça, il faut dire que les réseaux, les photos, les reels et tout ça, c'est toujours pris dans le bon angle. Maintenant, tout est très scénarisé. Il y a des retouches, bon, il y a l'IA et tout maintenant, donc on sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Enfin, vous avez tous vu des challenges un peu en mode Instagrammable, pas Instagrammable, où on voit la même fille, la même silhouette, elle est au top et en fait elle montre les coulisses et elle montre que finalement elle a la peau qui pend un peu au niveau du ventre et tout. Donc c'est vrai que les réseaux, ils embellissent énormément la réalité. Et si on se compare toujours à une vision un peu trop parfaite du corps de la femme, par exemple, on peut se sentir, alors qu'on a un corps qui est tout à fait convenable, on peut se sentir vraiment nul et ça peut avoir un impact sur notre estime de nous, notre confiance en nous. Et ça, c'est pas bon. Donc moi, je vous recommande d'éviter de trop traîner sur les réseaux à regarder les physiques des autres. Si vous avez tendance surtout à avoir la comparaison un peu négative. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que je scrolle de moins en moins, franchement. Surtout depuis l'accouchement, j'ai un peu arrêté d'être sur mon téléphone, hormis pour lire. Parce que moi, la lecture, ça m'a vraiment sauvée de cette mauvaise habitude qui était de toujours scroller. Je le fais encore un peu, mais beaucoup moins parce que je remplace ça par de la lecture sur le téléphone. Bon, après, il vaudrait mieux que je le fasse sur du papier. Mais déjà, c'est une sacrée avancée pour moi. Donc, je peux vous recommander de faire ça. Ça a fonctionné en tout cas chez moi. Et je me sens beaucoup plus tranquille, beaucoup mieux depuis. Donc voilà. Deuxième question, c'est comment garder la motivation sur le long terme lors d'un déficit alors qu'on a une vie sociale bien remplie. Déjà, toute première chose, un déficit n'est jamais sur le long terme. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo où je vous partage l'essentiel, la base pour réussir sa perte de gras. Quand on se lance dans un déficit calorique, ça doit toujours être temporaire et progressif. Ça, je vous l'avais dit, c'est très important. Si vous êtes en déficit depuis 2 ans, c'est que ça va pas. Arrêtez tout et il faut vous y prendre autrement parce que c'est pas bon. C'est au maximum quelques mois, un déficit calorique. Toi, dans ton cas, ça devrait vraiment pas durer longtemps par rapport au taux de gras que tu as actuellement. Je pense que tu es dans ta fourchette de maintien, c'est-à-dire le nombre de calories à consommer pour maintenir son poids. Étant donné que tu es dans une recherche de perte de gras et que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que ton total calorique c'est encore dans cette fourchette de maintien. Et il faut savoir que c'est pas parce que t'es par exemple à 1008 et que tu manges 1850 que tu vas prendre du poids et que si tu descends de 50 calories tu vas en perdre. Pas du tout, il y a en fait une espèce de fourchette, un palier à plus ou moins 200 calories près où tu vas pouvoir rester stable sur la balance. Ça s'appelle une fourchette de maintien. Donc je pense que tu y es. Après à voir, et d'ailleurs je te recommanderais de faire une petite reverse diet pour essayer d'atteindre vraiment le haut de cette fourchette pour partir du plus haut possible. Si jamais ensuite tu veux te lancer dans un déficit
ou alors poursuivre en étant stable sur la balance ta prise de muscle. Parce que comme je te le disais quand on a abordé tes objectifs, je pense qu'il faut vraiment dans ton cas le faire en 2 temps et voir ce que tu préfères prioriser en premier. Par exemple, tu pourrais te fixer d'atteindre les 150 kg au hip thrust et puis d'autres perfs sur les autres exercices. Comme ça, une fois que tu les as atteints, hop, tu te dis je me lance dans un petit déficit et autant tu auras perdu tout ce que tu veux en descendant, aller à je sais pas, je dirais 54 kg. C'est toujours bien de se fixer un petit poids sans forcément que ça enferme trop. Tu peux t'apercevoir que avant d'atteindre les 54, t'es satisfaite ou alors il faut un peu poursuivre. Mais ce qui est sûr, c'est que ça te prendra pas énormément de temps, énormément de mois. Donc il faut pas que ce soit un sacrifice, surtout au niveau de ta vie sociale, parce que un déficit calorique, c'est toujours peut-être un peu contraignant au début parce que c'est de nouvelles habitudes. À la fin aussi parce que voilà, c'est la fin du déficit calorique, ça demande un petit effort, mais c'est toujours temporaire. Il y a un début, il y a une fin et surtout il faut que ce soit pas trop dur à suivre tous les jours. Donc par rapport à ça, il faut voir si la méthodologie de suivi de diète elle correspond, si par exemple la sélection des aliments correspond aussi au niveau de la gestion de la faim, parce que déjà que va falloir forcer à l'entraînement, si en plus tous les jours c'est difficile au niveau de l'alimentation, c'est quelque chose qui va être dur à tenir, qui sera pas tenable et qui sera surtout mal vécu. Donc il y a des petites choses à mettre en place pour que ce soit vraiment pas compliqué. Moi aujourd'hui je suis en déficit calorique, j'ai l'impression que ça me demande aucun effort. J'ai adapté ma diète par rapport à moi, par rapport à mes besoins, par rapport à mes goûts, par rapport à ma faim. Ma faim s'est adaptée parce que j'ai diminué progressivement. Donc en fait ça me demande aucun effort. J'ai pas l'impression d'être en lutte perpétuelle tous les jours et c'est comme ça, c'est en s'y prenant de cette façon que ça fonctionne. En plus de ça, au niveau de ma vie sociale, pour prendre encore mon exemple pour répondre à la question, je fais des écarts de temps en temps, je fais des repas, il n'y a aucun souci dans mon évolution de me permettre de manger des petits écarts de temps en temps. Donc voilà, ma vie sociale elle est assez active, surtout avec mon fils, tout le monde vient me voir, tout le monde veut que j'aille les voir pour voir comment grandit le petit nono. En plus de ça, il y a quand même un truc, c'est qu'on peut avoir des moments un peu de vie sociale sans forcément manger. Ça c'est pas mal de le souligner. Par exemple, vous pouvez voir quelqu'un et au lieu je sais pas de se faire un gros repas ou un apéro, vous pouvez vous faire un café, vous pouvez vous faire un jeu de société, vous pouvez juste aller marcher aussi, faire des petites sorties où il n'y a pas forcément la nourriture qui rentre en jeu, parce que ça c'est quand même une habitude qui est assez ancrée je trouve, surtout en France. Le fait de se réunir autour d'un repas, c'est convivial, ça fait social quoi. Mais il y a d'autres moyens et moi c'est ce que je priorise. J'aime bien aller faire des jeux de société pour ma part, aller me balader aussi, promener, voilà, je trouve ça plutôt cool, donc c'est aussi quelque chose à creuser. Voilà pour ce qui est du profil de Dorian. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est un très très bon exemple, je trouve, par rapport à ce qu'elle a entrepris, son évolution, où elle en est aujourd'hui. On voit quand même qu'elle a compris la base qui est de s'entraîner avec intensité et de manger selon ses besoins. Et ça, c'est sûr que c'est la base de la base. Et au-delà d'être quand même douée pour ça, parce qu'on voit, je pense qu'elle a vraiment, encore une fois, un gros potentiel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est un peu injuste, mais c'est un peu la loterie de la génétique et tout ça. On voit que quand même tout ce qui est mis en place, c'est intelligemment fait. Je trouve que c'est cool de mettre en avant des profils comme celui-ci. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspirera pour votre propre pratique. Et écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de ma transformation postpartum. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!